Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième session du webinaire de l'Institut supérieur Maria Montessori. Alors, nous sommes très heureux parce qu'une fois encore, vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation. Vous avez plus de 400 à vous être inscrits pour ce webinaire. Alors, le mois dernier, nous avons échangé sur la vie et la pédagogie de Maria Montessori. Et il s'agit aujourd'hui de faire un pas en avant supplémentaire et de nous interroger sur les recherches plus récentes et leur lien avec Maria Montessori. C'est pourquoi nous avons donné à la session d'aujourd'hui un titre un peu ambitieux, qui était « Qu'avons-nous appris sur la pédagogie depuis Maria Montessori ?» Et avant de présenter nos invités, je vous annonce déjà que la prochaine session du séminaire, donc la troisième, aura lieu le 2 juin à 16 h, autour du thème « Quelle place pour Montessori dans l'école d'aujourd'hui ?» Nous accueillerons plutôt une table ronde avec des personnes issues des différents horizons, et la présidente de l'association publique Montessori, un représentant de l'enseignement catholique, un directeur d'un réseau d'écoles privées Montessori, et puis on espère un représentant de l'AMI qui pourra nous parler des écoles Montessori dans le monde. Alors pour aujourd'hui, c'est le thème « Qu'avons-nous appris sur la pédagogie depuis Maria Montessori ?» Donc c'est le thème d'aujourd'hui. Et pour nous parler de cela, nous avons le grand honneur d'accueillir le professeur Olivier Houdet. Monsieur Houdet, vous avez un CV très impressionnant. Je vais essayer de le résumer. Vous êtes professeur de psychologie à l'Université de Paris, administrateur de l'Institut universitaire de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France, membre de l'Académie royale de Belgique. Et parmi de très nombreux ouvrages et articles scientifiques, vous avez en particulier publié récemment, cette année, je crois, L'école du cerveau de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives, donc paru au livre de poche en 2021. Et puis l'année dernière, en 2020, L'inhibition au service de l'intelligence, penser contre soi-même au PUF. Et pour discuter de votre intervention, donc vous aurez un grand moment pour vous exprimer. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Adrien Roche, donc de l'Institut supérieur Maria Montessori du centre de Montpellier. Donc Adrien Roche, qui est formateur à AMI pour l'école élémentaire et qui est le directeur pédagogique 6-12 ici à l'ISMN, donc dédié à tous les formations d'éducateurs, d'assistants, donc pour la tranche 6-12 ans. Donc nous avons 1h30 devant nous, donc c'est peu pour un thème aussi ambitieux, mais on va essayer de s'y tenir. Donc pendant une première partie, disons 30-40 minutes, je donnerai la parole donc à Olivier Houdet pour qu'il nous présente ses travaux, et notamment son livre récent, L'école du cerveau. Donc, puis Adrien Roche prendra la parole peut-être une dizaine de minutes pour discuter ce que vous aurez présenté, puis vous poser les premières questions. Et puis ensuite, je vous propose qu'on ait un temps assez long pour que vous puissiez, en particulier Olivier Houdet, mais aussi Adrien Roche, répondre aux questions de tous les participants de ce webinaire. Alors du coup, quelques précisions techniques avant de commencer. Donc on est en mode webinaire Zoom, ça veut dire que vous nous voyez, vous nous entendez, mais nous ne vous voyons pas et nous ne vous entendons pas. On peut voir tout ce que vous postez sur le chat, donc avec le bouton « Conserver », donc ce qui permet simplement de s'exprimer pour échanger. Mais si vous avez des questions, je vous demanderai de poser vos questions en utilisant le bouton Q et R, questions et réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions via ce bouton, et puis Adrien Roche et moi-même, on se chargera de les synthétiser et de les répercuter pour qu'Olivier Houdet puisse y répondre. Donc, si c'est simplement pour échanger, vous avez le bouton Converser, et pour poser vos questions, je vous demande de les poser sur le bouton Q et R pour que ce soit plus simple pour nous. Voilà, donc merci à tous encore une fois et je laisse la parole donc au professeur Olivier Houdet pour sa présentation. Merci. Voyez-vous les diapos? C'est parfait. Ok, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Certains d'entre vous sont très loin de par le monde et vous êtes très nombreux, donc ça nous réjouit. Ça me réjouit en particulier de vous présenter en une demi-heure à peine un thème impossible, c'est-à-dire très ambitieux, comme vous l'avez dit. Quoi de neuf depuis Montessori en termes de pédagogie ou de psychopédagogie? Ce sera donc un résumé avec des choix particulier du conférencier.
Je vous ai préparé quelques diapositives pour que les choses soient plus visuelles et animées. Je crois qu'en parallèle, vous me voyez quand même parler, ce qui est aussi plus vivant. Et après, il y aura une longue partie interactive avec vos questions, vos remarques, et puis la première mise en perspective, notamment pour le niveau de l'école primaire, qui sera faite avec Adrien Roche. Pardonnez-moi, je n'ai pas le bon diaporama, je m'en rends compte en vous parlant, donc il faut que je refasse l'opération. Alors ça... Est-ce que vous voulez que je prenne celui que vous m'avez envoyé? Non, il n'y a aucun problème, simplement... Non, attendez, c'est une question de secondes. On fait beaucoup de choses quand on est enseignant et je vous passais le cours de master que j'ai donné hier. Ce qui n'est pas ça, d'autant que je vais préparer une belle conférence hier soir pour aujourd'hui. Belle, je l'espère. Voilà, le titre est bon, je crois. Là, vous partagez toujours l'ancien. Je pense qu'il faut arrêter le partage. J'ai relancé le partage avec Zoom. OK, j'arrête. Voilà. Et je relance. C'est un défaut d'inhibition. C'est bon, on a le bon là. OK, c'est bon. Parfait. Donc, qu'avons-nous appris sur la pédagogie depuis Maria Montessori? Ce n'est pas mon titre, c'est le titre qu'a souhaité l'Institut Maria Montessori. En effet, il est très ambitieux, mais c'est pas mal. C'est intéressant de relever un tel défi. Alors, si vous voulez aller plus loin ensuite, comme Kylian l'a indiqué, vous pourrez, dans ce livre de poche qui s'appelle L'école du cerveau de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives, trouver à peu près tous les détails de ce que je vais raconter ou survoler. Avec les organisateurs, que je remercie, donc je remercie Patricia Spinelli et tout l'Institut supérieur Maria Montessori de cette invitation. Vous avez choisi que je vous parle notamment sous l'angle du cerveau et de la décision dans le cerveau, parce qu'à tous les âges, un bébé, un enfant, un adulte, finalement, prend au cours de la journée et de la vie un nombre incroyable de décisions. C'est plus vrai encore aujourd'hui dans le monde du numérique. Et c'est une conférence que j'ai donnée récemment à l'Académie en France, dont j'ai repris quelques éléments. La première chose, c'est que ce qu'il y a de vraiment nouveau après Montessori, c'est que l'on peut aujourd'hui, grâce aux technologies d'imagerie cérébrale, observer le cerveau, y compris le cerveau de l'enfant qui apprend. Et là, l'endroit d'où je vous parle, c'est la Sorbonne, à Paris, dans mon laboratoire de psychologie, qui jadis fut celui où Alfred Binet, par exemple, inventa les échelles de développement mental, et puis beaucoup d'autres grands psychologues qui sont succédés au XXe siècle. Et ce qu'on a fait de nouveau dans ma génération, je dirais, dans ce laboratoire, c'est d'utiliser en plus des tests comportementaux papier-crayon classiques, l'imagerie cérébrale pour explorer in vivo les réseaux de neurones de l'enfant qui répond, qui se trompe, qui apprend, qui corrige ses erreurs. Dès lors, si on tient compte de ce point de vue très biologique, qui n'aurait certainement pas déplu à Maria Montessori, qui, comme vous le savez, était médecin, et la première femme médecin en Italie, il faut inscrire le cerveau de l'enfant en développement dans un arbre beaucoup plus grand, qui est l'arbre du vivant des premières bactéries à l'homme. Et je vais également vous parler rapidement de l'histoire de la psychologie. Platon, Aristote, Descartes, Locke, Kant, Piaget. Il y a une grande filiation dans cette histoire. Vous voyez à gauche la peinture célèbre de l'Académie d'Athènes, où Platon lève le doigt vers le ciel parce qu'il était innéiste. Il pensait que chez le bébé existaient des idées innées, d'origine divine, qu'il fallait retrouver au cours du développement par un processus de réminiscence. Au contraire, son élève Aristote, qui est en toge bleue et qui pointe le doigt vers vous, était déjà empiriste. Il considérait que l'enfant construisait les connaissances dans l'environnement. Il ne croyait pas aux idées innées de son maître Platon. Donc, empirisme ou innéisme. Ensuite, Descartes, après la Renaissance, à l'époque moderne, Descartes a repris l'innéisme de Platon, et si vous demandiez à Descartes d'où vient l'intelligence humaine, il répondait avec une évidence qui semblait s'imposer à lui: Dieu a déposé dans le cerveau du bébé des idées logiques et mathématiques claires
et distinctes qu'il fallait retrouver par la célèbre méthode cartésienne. Mais à ce moment-là, donc à la Renaissance et au siècle des Lumières ensuite, d'autres philosophes comme Locke, dont vous avez ici le portrait, et Hume étaient au contraire empiristes, comme le fut Aristote. Il disait non, ce qui est important, c'est le rôle de l'environnement dans la construction de l'intelligence de l'enfant. Ensuite, Kant, je vous rappelle brièvement votre cours de philo, Kant, les a priori de l'entendement, Kant était un nouveau énéiste. Et le tout premier qui, au cours de l'histoire des idées, a fait une vraie synthèse innovante entre l'innéisme et l'empirisme, c'est Jean Piaget, dont vous avez le portrait tout à fait à droite, qui lui était constructiviste, ni innéiste ni empiriste. Il considérait que l'enfant, par ses actions dans le réel, construisait ses connaissances. En parallèle, je resituerai bien évidemment par rapport à cette histoire Montessori dans quelques minutes. Parallèlement à cette longue histoire de la philosophie et de la psychologie, naissait la biologie, notamment au XIXe siècle, sous l'impulsion de Darwin. Si on complète cette histoire de la psychologie par celle de la pédagogie, eh bien vous retrouvez Locke, bien sûr, qui est l'un des premiers, avec Rousseau, à avoir considéré l'enfant et les questions d'éducation dans l'environnement. Ensuite, Itard, l'enfant sauvage, qui a vraiment était le premier à s'intéresser à l'éducation des enfants en difficulté, en grande difficulté, comme l'était Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage. Seguin, qui a repris à Paris cette idée d'école spécialisée, aussi de déficience mentale et de dispositifs pédagogiques qu'il fallait adopter et créer avec du matériel très concret pour les enfants en difficulté, et Maria Montessori, que vous connaissez beaucoup mieux, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, jeune femme médecin orientée vers la psychiatrie, qui se trouve dans un institut psychiatrique absolument triste, effrayant, où des enfants en difficulté étaient totalement perdus et au lieu de progresser, bien entendu, régressaient. D'où l'éducation nouvelle et la pédagogie Montessori, que je ne vous décris pas, si ce n'est pour dire que Montessori, on le sait à ce moment-là, jeune femme médecin démunie devant ses enfants traités comme des fous dans des instituts psychiatriques, s'est inspirée d'Itard et de Séguin, donc de cette longue histoire, puisque Itard et Séguin s'inspiraient eux-mêmes de Rousseau et de Locke, Locke qui s'opposait à Descartes et à l'innéisme que l'on peut faire remonter jusqu'à l'Antiquité. Montessori a fait la synthèse de tout ça et a inventé son célèbre matériel qui existe toujours aujourd'hui et que vous connaissez. En France également, dans ce grand courant de l'éducation nouvelle au début du XXe siècle, il faut citer Célestin Freinet. Je suis moi-même instituteur de formation initiale et au départ, j'ai fait des classes Freinet, et de Crolli, qui était l'équivalent en Belgique de Freinet ou de Montessori en Italie. Et puis Montessori, évidemment, est une grande destinée internationale de par le monde. Alors, ce que vous m'avez demandé comme exercice, c'est que je vais faire avec plaisir, mais en prenant quelques risques, donc je sollicite votre compréhension, c'est qu'est-ce qui s'est passé après. Alors déjà, Piaget est chronologiquement un peu après Maria Montessori, mais votre idée en m'interrogeant, c'est de dire plus un siècle, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, dans ce laboratoire où je me trouve, à la Sorbonne, où Piaget lui-même, lorsqu'il était jeune, est venu faire un stage auprès de Binet qui lui demandait d'étalonner ses échelles d'intelligence. Et dans ce même laboratoire, un siècle après, comme je vous le disais en introduction, la nouveauté, notamment, elle est technologique, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des caméras d'imagerie cérébrale, notamment l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui nous permettent d'observer in vivo, c'est-à-dire à travers la boîte crânienne, le cerveau d'un enfant en développement ou d'un adulte. Et grâce à cette technologie, on a découvert que notamment le lobe préfrontal, qui est derrière le front, tout à l'avant du cerveau, est le lobe de la décision que j'évoquais comme fil conducteur de mon exposé. Donc à chaque fois que l'enfant ou l'adulte doit prendre une décision, c'est-à-dire résoudre un problème, répondre, il mobilise ce lobe. Et de façon plus générale, c'est tout le corps qui est impliqué, puisque le cerveau est en connexion, en interconnexion avec le corps, ce qu'on appelle en termes biologiques, l'homéostasie, c'est-à-dire qu'à tout moment,
l'enfant de différents âges et l'adulte doit réguler et préserver l'équilibre interne de l'organisme au sens biologique, mais aussi culturel, cognitif, et la stabilité de notre organisme dans le temps, c'est-à-dire notre adaptation, notre survie et notre santé. Et aujourd'hui, en période exceptionnelle de pandémie mondiale, on comprend combien cette notion d'homéostasie est absolument critique, tant au plan individuel qu'au plan collectif, c'est-à-dire l'homéostasie du monde, la santé du monde. Et pour s'adapter, il faut décider, et pour décider, on utilise le cortex préfrontal. Il y a aussi, comme je vous le disais, des informations qui viennent de tout le corps, ce qu'on appelle l'interoception, liées à des émotions et des sentiments, les émotions étant d'abord corporelles et puis après peuvent être pensées en sentiments, et aussi les informations extérieures, les 5 sens, et on sait combien chez Montessori la sensorialité est importante. Alors la décision, elle concerne tous les âges de la vie, même si je vais vous parler des plus jeunes. C'est le bébé qui décide, on va en voir un exemple dans quelques minutes, qui doit décider et qui peut se tromper dans ses décisions, mais c'est aussi tout au sommet du développement, l'adulte et particulièrement un président de la République qui doit prendre une décision politique. Donc à tous ces niveaux, le même cerveau biologique dans le corps que j'évoquais à l'instant doit ressentir ce qui est bon ou pas bon, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, c'est-à-dire décider. Si on prend encore un peu plus de recul, là je vous surprends, je vous avais dit qu'on ferait un bond d'1 siècle en avant pour arriver au début du XXIe siècle. Là, je vous propose très rapidement et à distance de faire un saut en arrière de 13,8 milliards d'années et nous nous trouvons à l'origine de l'univers. Et pour bien comprendre ce que c'est l'intelligence de l'enfant, il faut toujours avoir à l'esprit ce triptyque matière. Donc la matière, c'est l'origine de l'univers. Ensuite, la vie. De la matière a émergé la vie chez certains organismes dits vivants. Et chez certains organismes vivants dotés d'un cerveau, a pu émerger la pensée, l'intelligence, la cognition. L'origine de la vie sur Terre remonte, on le sait, aux premières bactéries, dans ces grands arbres du vivant que je vous montrais tout à l'heure, 3,8 milliards d'années. Les systèmes nerveux, donc le beau cerveau dont on a vu la photo à l'instant, 500 millions d'années pour les premières formes cérébrales. Le cerveau s'est aussi complexifié. Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce, 300 000 ans. Et ce qui est prodigieux, ce qui me passionne et passionne tous les psychologues du développement aujourd'hui et les pédagogues comme l'était Montessori, c'est que chaque enfant, au cours de sa vie, doit reconstruire pour lui cette très longue histoire du cerveau et reconstruire par des représentations mentales, dans son propre cerveau, toutes les lois de fonctionnement du monde, et y compris l'historique que je viens de dresser. Donc, inscrire l'enfant dans la grande famille du vivant et s'intéresser à son cerveau grâce aux nouvelles technologies est aujourd'hui devenu une priorité pour les pédagogues ou les psychologues du développement. Alors, je parlais de mammifères, puisque vous voyez que l'homme, les humains sont tout en bas à droite parmi les mammifères. Tout à fait à gauche, vous aviez les bactéries dont on a vu qu'elles sont survenues il y a très longtemps. Et certains disent même que les bactéries nous survivront, tant à leur façon, elles sont adaptées à l'environnement sur Terre. Et disons qu'actuellement, les humains sont là, nous vivons, même si nous sommes tous un peu malades en raison de cette pandémie, mais les humains sont là, ils doivent s'adapter. Et voilà, on démarre le développement cognitif, voilà l'animal. Voilà le mammifère extraordinaire, le bébé humain. Et ce bébé humain, vous devez savoir qu'il possède déjà un cerveau avec 86, c'est une approximation mais quasi exacte, 86 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions. Alors, les 86 milliards de neurones sont à peu près tous présents dès la naissance. Ce qui va se façonner, se sculpter, être sélectionné, ce sont précisément les connexions, les réseaux, pour arriver à un cerveau adulte qui a potentiellement 1 million de milliards de connexions neuronales. Et si vous faites le calcul, on n'a pas le temps de le faire là, je peux vous dire que je l'ai fait, que d'autres l'ont fait, ça veut dire que dans le cerveau humain, il y a une complexité plus grande que l'Internet mondial. Il est important de dire que dans le cerveau de chaque enfant en développement, il y a un Internet
aussi complexe et potentiellement aussi riche que l'Internet mondial en termes de connexion. Et ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, que vous voyez en haut à droite, c'est un cerveau numérique de l'entreprise américaine Intel, qui est le cerveau le plus en pointe. Il contient 100 millions de neurones, alors que le cerveau du bébé en contient 86 milliards. Vous voyez donc rapidement les différences d'échelle entre ce qu'on appelle l'intelligence humaine, et donc celle d'un bébé, d'un enfant en développement, s'il est bien éduqué, et celle d'un ordinateur qui est toujours, à l'heure actuelle, beaucoup plus réduite. Alors, avec ces 86 milliards de neurones et grâce à ce million de milliards de connexions, c'est-à-dire que vraiment très vite et dans tous les sens, les neurones se connectent, va se construire l'intelligence. Et là, Piaget nous est utile, après Montessori. Piaget a décrit l'intelligence, et on reprend toujours ces définitions aujourd'hui, comme une architecture cognitive qui se construit en grands principes, des invariants cognitifs, l'objet, c'est-à-dire la permanence et l'unité de l'objet. Je crois que vous me voyez dans un petit espace. Si je vous présente, alors là, c'est pas facile, oui, voilà, ce stabilo rose que vous voyez très bien, hein, donc votre cortex occipital à l'arrière de votre cerveau, région de la vision, perçoit ce stabilo. Je le cache derrière moi. Il est évident pour vous qu'il continue d'exister. C'est la permanence de l'objet. Si je le cache partiellement derrière ma main, ce n'est pas pour vous un demi-stabilo. Votre cerveau infère immédiatement l'unité de l'objet. Eh bien, le jeune bébé, on le sait, le tout jeune bébé n'a pas l'unité, la permanence de l'objet, il doit la construire. Ensuite, dès l'instant où le cerveau du bébé, grâce à ses connexions, a mémorisé la permanence de l'objet, il aura envie irrépressiblement de quantifier les objets. C'est l'émergence du nombre qui ira jusqu'aux mathématiques grâce à l'école et la culture. Et le cerveau a aussi aussi irrépressiblement envie de traiter les objets sur le plan non pas quantitatif, mais qualitatif. Les qualités, la forme, la fonction, la couleur, c'est la catégorisation. Et qui conduit aux taxonomies, au niveau le plus abstrait. Par exemple, l'arbre du vivant que je vous présentais au début de la conférence, c'est une taxonomie, ou taxinomie, les deux termes sont synonymes. Et enfin, notamment à l'adolescence, disait Piaget, mais on sait que cela apparaît beaucoup plus tôt, et vous allez voir que déjà Montessori l'avait bien compris, le raisonnement, et le raisonnement qui, lui, peut être hypothético-déductif. C'est-à-dire qu'avec le raisonnement, le réel, donc ce que l'on peut dénombrer, ce que l'on peut catégoriser, le réel devient un cas particulier du possible. C'est le si alors qui permet la science, qui permet l'art. Hein, toute œuvre artistique nouvelle nécessite une forme de raisonnement. On imagine les choses autrement et puis on les réalise. Donc l'intelligence, dont je vais vous donner, je crois, 2 exemples dans les minutes qui viennent, peut se décrire comme cette grande construction, une architecture, comme une cathédrale cognitive, objet, nombre, catégorisation et raisonnement. Et je suis certain, ce n'est pas moi qui vais le faire, mais c'est le travail que vous pouvez faire après, que vous retrouverez ces 4 invariants dans tous les matériels et toutes les préconisations de Montessori. En plus, dans chacun de ces domaines, l'enfant doit apprendre à décider pour s'adapter, parce qu'il y a des tâches de nombre, il y a des tâches de catégorisation, il y a des tâches ou problèmes de raisonnement. Et pour cela, on a découvert, et là j'arrive à l'actualité, après Piaget, que dans chacun de ces domaines, l'enfant disposait en fait de plusieurs stratégies qui sont, vous allez le voir, plusieurs réseaux neuronaux. Et peu à peu, on a distingué 2 grands types de stratégies, soit des automatismes qu'on appelle plus spécifiquement des heuristiques, terme pour lequel Daniel Kahneman, vous avez le portrait à droite, a reçu le prix Nobel d'économie en 2002. C'est le seul psychologue contemporain lauréat du prix Nobel. Les heuristiques, chez l'enfant comme chez l'adulte, sont des stratégies mentales très rapides, très efficaces, dont économiques pour le cerveau, qui marchent très bien, très souvent, mais pas toujours. Alors que l'algorithme, qui est plus exact, est une stratégie plus lente, réfléchie, qui nécessite de la part du cerveau de l'enfant un effort cognitif, mais l'algorithme, lui, conduit toujours à la bonne solution. Et vous voyez le portrait d'un beau savant perse, Al-Khwarizmi, c'est de lui, de son nom propre, que vient la notion d'algorithme, parce qu'il a traduit, et cela a été retraduit et diffusé en Europe, les
premières connaissances sur le calcul indien. Donc, la notion de calcul et d'algorithme qui comprend bien de stratégie lente, réfléchie, avec effort cognitif et qui conduit à la bonne solution. Ces deux définitions, vous allez en voir des exemples très clairs appliqués dans quelques minutes à la permanence de l'objet chez le bébé et ensuite au nombre chez l'enfant. Mais Kahneman, dont vous voyez le livre en jaune là, Système 1, Système 2, que vous pouvez lire pour votre culture générale, vous l'avez peut-être déjà fait, considère qu'il y a deux systèmes dans l'esprit humain, le système heuristique, donc très rapide, que j'ai décrit, mais qui ne marche pas toujours, et le système logique, le système 2, la rationalité, on va dire ce qu'étudiait Piaget finalement, le développement de la logique. Et ce que j'ai pu découvrir avec mon laboratoire depuis maintenant presque 30 ans, et avec toutes les technologies nouvelles que j'évoquais, c'est que la clé de l'affaire, la clé de l'intelligence, de la décision et de l'adaptation chez l'enfant et encore chez l'adulte, c'est un troisième système qu'on appelle le système d'inhibition, ou que l'on peut aussi appeler contrôle inhibiteur. C'est un système qui doit nous permettre d'interrompre le système heuristique quand il est erroné, pour activer celui des algorithmes. C'est donc la fonction d'arbitrage de notre cerveau qui précisément, je salue Patricia Spinelli, dont je vois qu'elle vient d'arriver, bonjour Madame la directrice, troisième système d'inhibition qui est logé dans le cortex préfrontal que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui veut donc dire qu'à tous les âges, et pour tous ces aspects de l'architecture cognitive que j'ai décrits, objet, nombre, catégorisation, raisonnement, le bébé, le jeune enfant, l'enfant plus grand, l'adolescent et puis l'adulte doit jongler avec ces systèmes. Il a des automatismes et des heuristiques très rapides, il a raison de les appliquer parce que très souvent ils fonctionnent, mais quelquefois il induit en erreur et donc il ne parvient pas à exprimer la logique et les algorithmes qui existent dans son cerveau, mais qui n'apparaissent pas dans sa réponse ou dans sa décision. Dès lors, il faut apprendre, et c'est très difficile, à inhiber ces heuristiques quand elle ne marche pas. Cette idée d'apprentissage par l'inhibition ou la sélection est très connue chez les physiologistes. Et par exemple, là, vous voyez, Jean-Pierre Changeux, le plus grand neurobiologiste français, a décrit l'apprentissage comme une élimination, un élagage synaptique, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a trop de connexions dans le cerveau. Donc apprendre, c'est élaguer, sélectionner, et dans cette sélection, le rôle de l'environnement physique, social, culturel est absolument décisif parce que ce qui est sélectionné va dépendre du feedback, du retour que l'enfant, via son cerveau, reçoit de l'environnement. Et c'est ce que Changeux appelait le darwinisme neuronal. Comme je vous l'ai promis, je vous donne un exemple pour la construction de l'objet chez le bébé. Ensuite, on verra un exemple pour le nombre chez l'enfant d'école maternelle et élémentaire. Et enfin, rapidement, un exemple concernant le raisonnement chez l'adolescent et chez l'adulte. Pourquoi vais-je aussi vous parler d'adolescent et d'adulte? C'est parce que j'ai cru comprendre en lisant Montessori que si elle voulait intervenir au niveau de l'éducation chez l'enfant le plus jeune, c'était pour construire des citoyens en même temps intelligents, rationnels et des citoyens en paix. L'enjeu était vraiment la paix dans le monde et j'y reviendrai tout à l'heure sur un exemple que je donnerai concernant le développement moral chez l'enfant, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Prenons le premier exemple, la permanence de l'objet chez le bébé. Je vous l'ai fait tout à l'heure, l'exemple avec le stabilo rose que j'ai en main en faisant disparaître derrière moi, etc. Vous pouvez faire la même chose avec un jeune bébé et vous observerez qu'il faut attendre environ 6 mois, entre 6 et 8 mois pour que le bébé aille rechercher un objet, par exemple ce petit point noir ici, caché derrière un écran. Il réussit donc, entre 6 et 8 mois, parvient à retrouver l'objet. Donc, début de la permanence de l'objet. Mais Piaget avait découvert, et c'est très intéressant, que si sous les yeux du bébé, on cache l'objet non pas en A, imaginez que A et B, ce sont deux coussins sur un canapé, et Piaget jouait avec sa montre, avec son propre bébé, et cachait sa montre sous l'un ou l'autre coussin. Vous voyez qu'on est déjà dans la prise de décision. Le bébé va devoir décider vers quel coussin il tend son bras. Et Piaget avait découvert que le bébé continuait d'aller rechercher l'objet derrière A alors qu'il avait parfaitement vu qu'il disparaissait derrière B, ce qu'on a appelé l'erreur à nom B. Vous allez voir que dans le développement cognitif, c'est le premier exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui des biais cognitifs, des biais de raisonnement, dont on parle beaucoup
chez l'enfant, bien sûr, mais tout autant chez l'adulte aujourd'hui. On dénonce dans l'actualité l'irrationalité, les fake news. Ce sont typiquement des biais cognitifs et de raisonnement dont l'origine est en quelque sorte imbriquée dans la construction même de l'intelligence, comme on le voit ici avec le bébé qui décide mal. Eh bien, décider mal, c'est aller rechercher l'objet là où il n'est pas, alors que le petit jeu, c'était d'aller rechercher l'objet là où il était. Donc, vous voyez ici la mise en scène de cette erreur à nommer. Et il a pu être découvert notamment par une équipe canadienne d'Adèle Diamond que tout se jouait dans le cortex préfrontal du jeune bébé. Et c'est le début de la maturation du cortex préfrontal et que la question n'est pas que le bébé possède ou non la permanence de l'objet. D'autres découvertes ont montré que dès 4-5 mois, avec des tests visuels, le bébé maîtrise la permanence de l'objet. Mais ici, la difficulté de ce problème pour le bébé, c'est d'inhiber son premier geste, le geste qui marchait juste avant, ce qu'on appelle l'inhibition du geste pré-programmé vers A. Et il devait inhiber ce geste qu'il a envie évidemment de faire. Il a envie de tendre son bras vers le coussin où il venait de retrouver la montre. Mais il faut qu'il inhibe ce geste, donc cet automatisme moteur, qui est une heuristique motrice dans le cerveau, un endroit très précis, c'est écrit en petit, mais c'est en violet, le cortex moteur primaire, et notamment le cortex prémoteur, où se planifient nos actions. Et le geste du bébé est très planifié vers A dans son cerveau, et s'il ne l'inhibe pas, eh bien, il fera l'erreur à nom B. Donc, vous voyez que dès la brique de base de la construction de l'intelligence, il y a déjà ces trois systèmes en jeu. L'heuristique, ici, c'est je vais rechercher l'objet là où je l'avais trouvé, c'est la solution la plus rapide, mais qui dans ce cas-là ne marche pas. L'algorithme, c'est d'imaginer pour le bébé que l'objet, je le dis en termes savants, mais d'imaginer que l'objet conserve sa permanence à travers ses déplacements dans l'espace, c'est-à-dire de A vers B. Et l'inhibition est évidemment être capable de retenir, de bloquer son geste pour tendre le bras vers B. Donc, il décide autrement, il tend le bras vers B, et à ce moment-là, il réussit, il retrouve effectivement l'objet. C'est aussi ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. C'est une forme de flexibilité que d'inhiber son automatisme moteur antérieur et activer un geste nouveau. Je suis obligé de chevaucher, vu la difficulté de l'exercice en un temps si court. Donc, ce premier exemple pour vous montrer que les trois systèmes heuristique, algorithme, inhibition, déjà, s'ébauchent dès la construction de la permanence de l'objet chez le bébé. La réussite donc, de cet âge dépend du cortex préfrontal, entouré dans cette encadré, et on sait que le cortex préfrontal, que vous avez en bleu-violet tout à l'avant du cerveau, et cela on le sait grâce aux caméras d'imagerie cérébrale, là vous voyez la grande caméra, l'IRM qu'on utilise au laboratoire sur l'une des photos, le cortex préfrontal est la région du cerveau dont la maturation cérébrale, et donc l'efficacité du cerveau, est la plus lente et se déploie sur tout le développement du tout début. Le bébé qui parvient à ne pas faire l'erreur à nom B, c'est-à-dire inhiber son heuristique de geste vers A et activer le geste vers B, c'est déjà une manifestation du bon usage de son cortex préfrontal. Il a inhibé son heuristique motrice. Mais ce n'est que le début. Il y a bien d'autres problème où le bébé plus grand va présenter des défauts d'inhibition et donc va se tromper. Et on sait aujourd'hui très précisément que ce cortex préfrontal en effet une maturation très très lente par rapport à d'autres régions comme les régions sensorielles, elles maturent beaucoup plus vite. Mais si on est dans la prise de décision et dans ce qu'on appelle ici les fonctions exécutives, décider de l'exécution de ses actions, de ses pensées, en inhibant certaines et en activant d'autres, ça c'est beaucoup plus difficile. Ça dépend du cortex préfrontal et donc ça va nécessiter, ça sera là mon message, une éducation tout à fait attentive à ces fonctions de contrôle inhibiteur que vous le verrez, Montessori avait pressenti en disant qu'il fallait faire une éducation de l'attention chez l'enfant. Et ce contrôle inhibiteur dont je parle est de l'attention sélective. Pardonnez-moi, je bois quelques gorgées d'eau fraîche. Un exemple pour le nombre à présent, suivant notre architecture cognitive. Autre tâche célèbre que vous connaissez sans doute, qui a fait le tour du monde, de Piaget, la tâche de conservation du nombre. Là aussi, c'est de la prise de décision. L'enfant doit décider si le nombre de jetons est le même au-dessus et en dessous de la ligne noire. Premier encadré, les enfants réussissent dès 4-5 ans. Ils disent, ben oui, il y a pareil, il y a le même nombre de jetons. Mais si sous les yeux de l'enfant, vous écartez l'un des deux alignements,
eh bien, les enfants d'école maternelle, moyenne et grande section, vont vous dire « Ah ben non, là, il n'y en a plus pareil. C'est pas pareil, va dire l'enfant. » Et si on était dans le monde réel, dans un amphithéâtre, je vous montrerai ce que fait l'enfant. Il pointe le doigt vers l'alignement le plus long et fait un long geste et montre que c'est plus long. Vous comprenez maintenant l'analyse. L'enfant, là, est vraiment dans ce système heuristique. Et l'heuristique qu'il utilise, c'est l'heuristique longueur égale nombre, ce qui marche très souvent, qui est un raccourci, en quelque sorte, un truc, longueur égale nombre. Ça marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et là, on a un cas où longueur égale nombre ne marche pas. On sait aujourd'hui que, alors pour Piaget, par exemple, la réussite de ces tâches de conservation du nombre, dans le schéma de gauche, survenait entre le stade 2 et le stade 3, c'est-à-dire entre le stade préopératoire, maternel, et le stade opératoire concret vers 6-7 ans, entrée à l'école élémentaire. Au stade 2, l'enfant, et c'est vrai, l'enfant se trompe et dit il y a plus de jetons là où c'est plus long, alors que le nombre est identique, donc il décide mal, on est dans une décision numérique, alors qu'au stade 3, l'enfant réussit, il dit ben, oui, quand même, c'est pareil, c'est pas grave que ça soit plus long. Donc là aussi, Piaget disait l'enfant n'a pas le concept du nombre avant 6-7 ans et ensuite il l'acquiert. On sait aujourd'hui que les choses sont beaucoup plus dynamiques et linéaires, comme vous le voyez sur le schéma de droite, et que déjà des bébés, avant 1 an, si on les teste au niveau visuel, maîtrisent l'algorithme visuel de l'invariance du nombre par rapport à la longueur, dans des tâches strictement isomorphes à celles de Piaget. Donc ce n'est pas en soi cette invariance du nombre par rapport à la longueur qui fait défaut au bébé. Voilà, je crois que je n'avais pas la diapo, mais il y est. La tâche qui a permis de démontrer cela chez les bébés. Donc, il y a vraiment cet algorithme visuel. Donc, le système 2, il existe, il est là. Le bébé est capable de considérer quelquefois que la longueur n'a pas d'importance pour évaluer le nombre. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ce sont des recherches publiées dans de très bonnes revues internationales et qui travaille sur le visuel plutôt que sur l'action, où le bébé est beaucoup plus rapide en termes de réaction visuelle et de détection de propriétés telles que le nombre, par exemple. La photo de Villani était simplement un clin d'œil pour montrer que, comme les grands mathématiciens français, les bébés ont déjà des capacités mathématiques, proto-mathématiques, avant même l'apparition du langage. Néanmoins, ils se trompent après dans des tâches comme celle de Piaget, et la raison n'est pas un manque de rationalité numérique, mais plutôt un problème de contrôle inhibiteur. L'heuristique longueur égale nombre, dont on a vu que là, elle induisait l'enfant dans une mauvaise décision, puisqu'il va dire que le nombre n'est plus le même. D'où vient-elle? Eh bien, vous le percevez très clairement si vous regardez les livres de maths pour petits ou si vous allez dans les classes, vous le faites, vous y êtes sans doute, il y a beaucoup de professeurs parmi vous, moi-même je suis très souvent dans les classes pour nos expériences, eh bien, quand on apprend la suite des nombres de 1 à 10, on illustre en général 1, une girafe, 2, 2 hippopotames, 3, 3 crocodiles. Explicitement, on apprend à l'enfant la suite numérique par le langage cette fois, mais implicitement, vous comprenez qu'au niveau visuel, ce type de dispositif va créer dans les connexions neuronales dans le cerveau une heuristique très très forte, c'est que longueur est égale à nombre. Et c'est d'autant plus construit dans le cerveau de l'enfant que ce n'est pas explicitement appris. C'est une détection quasiment automatique. Et l'illustrateur avait en outre dessiné cette échelle avec un petit rongeur qui l'a gravi, et ça renforce l'heuristique longueur égale nombre, puisque plus l'échelle est écartée, plus l'espace est grand et plus le nombre est grand. Ce qu'un mathématicien appellerait une fonction linéaire entre la longueur et le nombre. Et le cerveau du bébé comme de l'enfant, je crois que j'ai mis après, oui, la citation de Montessori, le cerveau humain est un détecteur de régularité. On détecte en permanence et immédiatement les régularités. Et Montessori disait formidablement, et je fais dans le livre de poche qu'on évoquait tout à l'heure, le rapprochement avec longueur égale nombre, Montessori disait, on grave dans la mémoire de l'enfant absolument comme un burin incise dans la pierre. L'enfant est avide de saisir, c'est un accumulateur. Et vous voyez le lien qu'on peut faire avec ce que je viens de vous décrire. En effet, là, on voit comment une heuristique se crée dans le cerveau. Mais c'est une accumulation de covariance entre le nombre et la longueur et que l'enfant va retrouver très souvent dans son environnement. Et vous voyez que là, on va comprendre tout à fait autrement la logique de l'erreur dans la tâche de Piaget. Ce n'est pas un problème de dénombrement, et on le sait, l'enfant est capable de compter à cet âge-là, mais c'est que d'habitude une heuristique
implicite, marche, longueur est égale à nombre. Et donc, c'est aujourd'hui démontré, on l'a fait au laboratoire, que dans le cerveau, l'enfant mobilise donc, le sillon intrapariétal que vous avez à droite, qui est le siège du nombre et des mathématiques, mais il se fait que dans le cerveau humain, le cortex pariétal est aussi le siège de la construction de l'espace. Et on comprend bien pourquoi, hein, puisque géométrie, mathématiques, donc espace sont des choses qui se construisent ensemble. Mais dans la tâche de Piaget, le problème vient précisément du fait que l'espace, donc l'écartement des jetons, entre en interférence cognitive avec le calcul, avec le comptage exact du nombre de jetons. Et donc, on a pu démontrer, je vais vous illustrer après comment on l'a fait, que ce qui manque à l'enfant et ce qui se développe autour de 6-7 ans, c'est sa capacité, toujours grâce au cortex préfrontal, qui déjà avait été utilisé par le bébé lorsqu'il corrigeait l'erreur à nombre, mais qui ici doit se ressolliciter dans une tâche cognitive plus complexe de dénombrement. Le cortex préfrontal, ici, a comme rôle d'inhiber l'heuristique longueur égale nombre. Et cet ordre inhibiteur peut s'envoyer à longue distance du cortex préfrontal, donc à l'avant, vers le cortex pariétal à l'arrière, parce qu'il y a dans le cortex préfrontal des neurones avec des axones longs, jusqu'à 10 cm par exemple. Et ces neurones à axones longs, tous les physiologistes le savent, hein, les neurones envoient soit des messages inhibiteurs, soit activateurs. Mais cette notion clé d'inhibition a été complètement ignorée par les psychologues, en tout cas du développement. Quelques behavioristes en ont parlé, et Piaget en particulier n'a absolument pas vu cette notion d'inhibition cognitive, et en quelque sorte, il n'en avait pas besoin, parce que pour lui, la logique et les structures logiques succédaient aux intuitions enfantines, et donc la logique étant là, l'enfant devait être logique. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les intuitions demeurent, je vois que le temps passe, les intuitions demeurent en même temps que la logique, et donc cela crée des interférences. Alors je vais aller très rapidement puisque le but c'est qu'on puisse discuter. Donc vous voyez sur cette photo tous les enfants d'école maternelle et primaire qui ont participé à notre exploration de leur cerveau à chacun d'entre eux en IRM, et dans l'IRM ils avaient, alors là c'est très technologique, hein, on programme informatiquement la tâche des jetons de Piaget avec écartement, pas d'écartement, et l'enfant doit dire avec deux jetons qu'il a deux boutons qu'il a dans sa main, s'il y a ou non le même nombre de jetons. Donc, à nouveau, une prise de décision. Là, vous voyez toute la préparation que l'on fait à l'école de l'enfant pour qu'il passe une IRM. On a pu, grâce à mes collaborateurs et toute l'équipe formidable que j'ai ici, faire en France les toutes premières recherches d'imagerie cérébrale fonctionnelle avec des enfants dès l'école maternelle. Or, on sait qu'un enfant d'école maternelle est, comme disait Henri Vallon, turbulent, alors peut-être beaucoup moins dans les écoles Montessori, mais enfin, mettre un enfant de grande section immobile pendant une demi-heure dans son IRM, je peux vous dire que c'est un exploit de sa part, mais aussi de la part des psychologues qui le préparent avec un faux tunnel d'IRM en tissu, etc. à l'école. Bref, lorsque l'enfant rentre dans l'IRM, parfaitement couché, un casque pour protéger ses oreilles du bruit, et il a un boîtier pour dire s'il y a ou non le même nombre de jetons au-dessus et en dessous. Et nous, dans la salle de contrôle, ici au laboratoire, nous avons la reconstruction tridimensionnelle. Là, vous ne pouvez pas le deviner, mais je vous l'indique, dans cette IRM-là, sur cette photo précise et exacte, il y a une petite fille dont les pieds dépassent à peine du tunnel de l'IRM qui est en train de résoudre la tâche de Piaget avec les jetons plus ou moins écartés. Et nous, on est là dans la pénombre avec les parents qui sont présents, évidemment, dans ce type d'expérience, toute l'équipe pluridisciplinaire et des médecins. C'est pour ça que, et je pense que Patricia ne me contredira pas, je suis convaincu que Montessori aurait dit, ben oui, il faut voir, il faut aller voir, il faut utiliser l'IRM. Elle parlait des images des anatomistes en disant, bon, c'est normal, on ne peut pas encore voir l'intérieur de l'esprit, de l'âme de l'enfant. Regardez, disait-elle dans l'un de ses écrits, je ne me souviens plus où, les planches des anatomistes sont très récentes, viennent à peine de la Renaissance. Donc, les psychologues et les médecins travaillent aujourd'hui main dans la main pour voir, et c'est ce qu'on voit ici, la reconstruction tridimensionnelle, point par point, au millimètre près, et toutes les secondes, de ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Et on a fait cela pour tous les enfants que vous avez vus sur les diapos précédentes. Et c'est ainsi qu'on a pu démontrer scientifiquement, ce que je vous montrais tout à l'heure sur le schéma, c'est que les enfants, pour réussir, doivent utiliser leur gyrus préfrontal inférieur, qui est dans l'encadré, pour envoyer un ordre inhibiteur vers la zone qui correspond à l'espace dans le cortex pariétal,
et un ordre activateur complémentaire vers la zone qui correspond au comptage. Et les deux zones sont dans la même région du cerveau, s'entremêlent quasiment, et c'est cela qui crée ce qu'on appelle depuis un siècle en psychologie les interférences cognitives. Alors, je poursuis très vite parce que je pense qu'Adrien va me faire des signes. Donc, je pense que je ne pouvais pas aller plus vite que ce que j'ai fait, sinon tu étais incompréhensible. Mais donc, je vais simplement vous dire un mot sur chaque diapo pour que vous compreniez la logique. Là, on voit en millisecondes comment justement cette succession d'étapes se fait dans le cerveau de l'enfant grâce à une autre technique qu'on a au laboratoire qui est l'EEG haute densité. Et vous voyez sur la tête du petit, il y a tout un petit bonnet avec 256 électrodes. On a donc découvert là aussi que dans cette tâche numérique, la décision nécessitait d'inhiber l'heuristique longueur égale nombre pour activer l'algorithme du comptage exact. Et là, Adrien, vous avez un bel exemple de la différence entre heuristique et algorithme. L'heuristique, c'est longueur égale nombre. Ça marche très souvent. Et on a vu, c'est créé culturellement dans les livres, par exemple. L'algorithme, c'est le comptage. L'enfant compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est analytique, c'est plus lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 égale 7, donc c'est pareil. Et en même temps, du raisonnement, vous l'avez vu. On sait aussi que si on fait le même jeu avec des bonbons et que l'enfant doit partager et désigner l'aliment qu'il prendra avec cette fois des nombres différents et des longueurs aussi en interférence, dès 2 ans, l'enfant réussit parce qu'il y a un enjeu et les émotions sont impliquées. Et on a visualisé cela, le système limbique, le lobe des émotions est directement connecté à ces processus de prise de décision. Là aussi, ça vous donne certainement des connexions avec Montessori et l'importance de l'engagement, des motivations. Elle disait en effet, formidablement je trouve, à propos du concept de développement, toujours dans le livre L'enfant, l'intelligence ne se construit pas lentement, disait-elle, comme le concevait la pensée mécanique. Et en fait, la pensée mécanique, c'était Piaget après elle, qui est tombée dans ce piège d'un développement lent, hiérarchique, stade par stade. Elle disait l'intelligence se développe par bouffée, par fulgurance, par embrasement cognitif, par période de sensibilité exceptionnelle. Et avec ce que je vous ai décrit, des heuristiques, des algorithmes, le rôle des émotions qui peut faire réussir beaucoup plus tôt, vous voyez cette conception beaucoup plus dynamique et non linéaire du développement qu'on a aujourd'hui en sciences cognitives et que finalement pressentait totalement Maria Montessori. C'est également vrai du raisonnement chez l'enfant plus grand et l'adulte. Si on présente des tâches de raisonnement logique, pour Piaget, tous les grands adolescents et les adultes devaient réussir des tests logiques, en tout cas élémentaires, puisqu'on était au dernier stade de l'escalier de la logique. Eh bien, on sait que c'est faux, que si on est surpris par une tâche de logique qu'on nous présente, spontanément, le plus souvent, on présente un biais cognitif, une heuristique de raisonnement. Ce que vous voyez sur ces résultats, en bleu clair sont les biais, les erreurs de logique, et en bleu foncé, la réussite. Jamais Piaget n'aurait prédit un profil de performance pareil, il aurait prédit l'inverse. Beaucoup de gens, tout le monde devait réussir, il disait, bon, il y a quelques exceptions de gens qui n'atteignent pas le stade formel. Donc, c'est l'inverse et c'est pourquoi Kahneman a eu son prix Nobel, parce qu'il a montré tous les biais de raisonnement qui perdurent chez l'adulte et il a mis en cause le postulat rationnel des agents économiques. Et c'est pourquoi il a reçu le prix Nobel d'économie. Et on voit dans le monde d'aujourd'hui combien les pseudo-déductions, les fake news, les biais cognitifs rendent tous les cerveaux extrêmement fragiles et vulnérables, et c'est ce phénomène qui est décrit ici. Nous avons néanmoins montré qu'en entraînant l'inhibition dont je vous parle depuis tout à l'heure, on pouvait amener un nombre statistiquement significatif d'individus à inhiber leur biais de raisonnement et à réussir. Avec un entraînement à l'inhibition, donc un filtre sélectif, une zone inhibitrice, une zone activatrice. C'est typiquement ce que Montessori, je pense, aurait appelé une éducation de l'attention. Et à gauche, la condition contrôle logique, telle qu'on le fait classiquement à l'école, expliquer les bonnes et les mauvaises réponses et leurs raisons. Et ce qu'on a découvert de plus extraordinaire pour moi, alors vous le voyez en fait au-dessus de moi, tout au fond du laboratoire, au-dessus de l'échelle, mais c'est l'image que vous avez ici en grand, on a découvert que lorsque l'adolescent, l'adulte se trompe, donc fait une erreur, une heuristique de raisonnement, c'est uniquement la partie arrière de son cerveau qui s'active et pas du tout la partie avant, le cortex préfrontal, qui justement nous permet d'inhiber, de prendre les bonnes décisions. Et lorsqu'on a entraîné le contrôle inhibiteur pendant ne serait-ce qu'une demi-heure, vous observez dans le cerveau de la même personne cette reconfiguration, qu'on appelle aussi une plasticité cérébrale, une fulgurance, aurait dit Montessori, qui fait que le même individu va utiliser, après l'apprentissage à l'entraînement d'inhibition, la partie préfrontale cette fois, et il va réussir, il va donner une réponse correcte au test de logique en inhibant le réseau heuristique qui est en haut
à gauche. Et ça, c'était la toute première démonstration au monde de ce qui se passe dans le cerveau humain quand il présente une erreur de raisonnement et surtout quand il la corrige grâce à l'inhibition et surtout grâce à une interaction sociale, parce que cet apprentissage entre les deux images d'IRM se font par un entraînement à l'inhibition fait par un professeur à un élève. C'est très vygotskien pour ceux qui sont attachés à Vygotsky. Donc, je n'ai pas le temps de détailler, mais tout ça correspond à des conditions expérimentales extrêmement précises. On confronte une condition pédagogique à une autre. C'est pourquoi on peut parler aujourd'hui de neuropédagogie. On peut créer des situations pédagogiques autant qu'on le souhaite, les comparer l'une à l'autre avec un pré-test et un post-test dans deux groupes différents pour observer ce qui se passe dans le cerveau et celle qui est la plus utile, en quelque sorte, au fonctionnement du cerveau. D'où mon leitmotiv, mon slogan, que apprendre, c'est inhiber. On sait aussi que les réseaux des émotions que j'évoquais tout à l'heure sont très impliqués, on l'a vu chez l'enfant avec l'exemple des bonbons, mais ça reste vrai chez l'adulte. Et si on regarde dans une région émotionnelle qui est le cortex préfrontal ventromédian droit, qui est vraiment au centre du cerveau, qui est la région qui fait le lien entre émotion et intelligence, eh bien, elle est systématiquement recrutée, les petits traits violets, chez les individus qui corrigent leur erreur, dans l'exemple que je viens de présenter, donc qui switchent de l'arrière à l'avant du cerveau, mais la région de l'émotion n'est pas recrutée chez ceux qui restent enfermés dans l'erreur. Et on sait aujourd'hui, avec des études plus fines, des échelles de doute, de curiosité et de regret, comme des échelles de douleur à l'hôpital, que ce sont ces émotions dites contrefactuelles. On doute de sa réponse. On est curieux de savoir comment un autre enfant répondrait. On regrette la réponse qu'on a donnée. Eh bien, ce sont ces émotions dites contrefactuelles qui guident en fait l'inhibition. Parce que le contrôle inhibiteur, il ne se déclenche pas tout seul. Il faut que le pédagogue éveille des émotions dans le cerveau de l'enfant, mais pas des émotions de base. En général, les émotions de base nous conduisent aux automatismes et aux heuristiques et aux décisions erronées. Des émotions plus subtiles, doute, curiosité et regret. Et si on veut bien inhiber, c'est l'anticipation du regret qui est la clé. Donc, par exemple, au laboratoire, il y a une jeune fille qui a fait une thèse de doctorat complète sur le regret et l'anticipation du regret comme guide de l'inhibition. J'ai aussi publié un livre chez Odile Jacob qui s'appelle « L'intelligence humaine n'est pas un algorithme », au sens où justement le corps ayant un enjeu biologique et le cerveau aussi, un enjeu de survie, eh bien il faut douter, il faut être curieux, il faut anticiper le regret. Et ça, ce sont des émotions purement humaines. Le modèle de l'inhibition que je vous ai présenté est en fait distribué dans tout le cerveau. Ce n'est pas seulement la région de l'inhibition que je précisais dans le cortex préfrontal, c'est grâce, je vous le disais tout à l'heure, à des neurones à axones longs que le cortex préfrontal peut envoyer dans le pariétal un ordre inhibiteur vers l'espace par rapport au comptage, mais aussi, par exemple, en bas dans la zone occipito-temporale, s'il s'agit d'un problème de lecture, ou en lecture, on en parlera sans doute tout à l'heure dans la conversation, il y a aussi des heuristiques, notamment l'heuristique de généralisation en miroir, qui fait qu'un enfant confond un B, un D, un P et un Q, où là aussi, on a pu montrer le contrôle inhibiteur impliqué pour inhiber cette heuristique qui marche tout le temps au niveau visuel, mais qui ne marche pas pour certaines paires de lettres dans l'alphabet, et l'algorithme, c'est l'alphabet. Enfin, pour terminer, je vais vous dire, parce que c'est quelque chose auquel vous pouvez participer aussi, que toutes ces recherches sont faites avec le laboratoire, dans des réseaux d'écoles, notamment ici à l'Académie de Paris, mais aussi dans d'autres régions de France. Mais à un moment donné, nous avons voulu changer d'échelle. Il faut faire, comme l'avait fait un peu Montessori d'ailleurs, il faut faire travailler ensemble en réseau des gens du monde entier. Et donc, grâce à la plateforme Léa.fr, l'école aujourd'hui de Nathan, notre réseau pédagogique et collaboratif des enseignants du primaire, et on vient de passer au secondaire, on crée ce qu'on appelle aujourd'hui de la science participative. Ma position, c'est qu'il ne faut pas imposer les découvertes et les neurosciences nouvelles top-down depuis le ministère jusqu'aux enseignants qui ressentiraient cela comme des injonctions. Il faut au contraire de l'adhésion, de la participation. Et on a fait qu'un grand réseau d'écoles de toute la francophonie, la cartographie des heuristiques, et les professeurs ayant compris les concepts que je viens de décrire et les démonstrations expérimentales que l'on a faites en labo, ils disent « Ah, mais par exemple, je les mange ». Il y a une heuristique orthographique très forte qu'on surapprend en classe, après, et que les parents surapprennent aussi, après les, je mets un S. Et l'enfant doit absolument inhiber cette heuristique après les, je mets un S pour activer l'algorithme très simple, à un âge donné, d'accord du verbe avec le sujet. Et je peux vous dire que dans cette première cartographie des heuristiques qu'on a faite,
au moins une centaine, il y en a qui n'étaient pas des heuristiques, qu'on n'a pas validé, au moins une centaine d'heuristiques vraiment scolaires, à peu près dans tous les domaines du programme, nous sont remontés les professeurs. Ils ont compris qu'il fallait à ce moment-là expérimenter et apprendre à l'enfant à inhiber ses heuristiques plutôt que de lui répéter la règle ou l'algorithme que souvent il connaît parfaitement et qui n'est pas le problème. On a, depuis cette rentrée, créé du matériel pédagogique, des coffrets, qui s'appelle « Entraîner le cerveau à résister » et qui, à partir de ces découvertes, on va dire, neuroscientifiques en laboratoire, implémente avec un manuel, avec du matériel, ces notions pour la classe. Et vous comprenez mon bonheur quand les graphistes et les modeleurs ont conçu un capitaine inhibition, un algorithme qui marche lentement, qui a sur lui les instruments, la mesure, les connaissances, et l'heuristique qui est très rapide, des grandes jambes, qui va très vite, mais parfois trop vite. Et avec ces trois notions simples, vous qui, comme moi, connaissez les enfants, vous voyez comment on peut très rapidement en classe faire prendre conscience à l'enfant, et on lui dit que ça se passe dans son cerveau, faire prendre conscience à l'enfant de processus, on va dire, métacognitifs, extrêmement complexes, sophistiqués, conceptuels. Et là, les enfants comprennent, et par le jeu, on peut parfaitement les entraîner en jouant avec ces trois personnages sur il y a un grand poster qui est une course avec une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Et l'heuristique arrive toujours la première. Donc, quelquefois, c'est bien, il faut la laisser passer, mais le capitaine inhibition qui est au bord de la course voit aussi l'algorithme qui arrive, mais plus lentement. Et dans certaines situations, l'enfant doit apprendre à faire siffler le capitaine inhibition et dire stop à l'heuristique. Donc, on entraîne vraiment le contrôle inhibiteur dans des situations très concrètes de jeu en classe qui correspondent à des lois biologiques que j'ai pu décrire. Importance aussi dans le monde des écrans, l'inhibition des fake news que j'évoquais tout à l'heure. Les fake news reposent sur l'heuristique de crédibilité. Notre cerveau est fait pour adhérer à ce qui est crédible. Et évidemment, toutes les manipulations qu'on peut entendre aujourd'hui sur la pandémie, par exemple, et sur des tas d'autres choses, dont la radicalisation religieuse et le terrorisme, sont une mobilisation de ces heuristiques de crédibilité. L'algorithme, c'est la validité logique, c'est le raisonnement, ça prend plus de temps. Il faut vérifier si les sources, les prémices étaient bonnes, si la déduction est correcte. Et tout le débat actuel ultra contemporain sur les fake news et la rationalité humaine qui est mise en défaut passe évidemment par une éducation des enfants dans le monde des écrans avec les trois systèmes, selon moi, que j'ai décrits, inhibition, en l'occurrence des fake news ou toute autre chose, algorithme, validité logique, raisonner, reprendre les fondamentaux du raisonnement et surtout faire comprendre à l'enfant qu'il doit utiliser très souvent face à l'écran son capitaine inhibition pour dire stop à ce qu'il croit trop rapidement être juste. Vous savez aussi que les adolescents, notamment, donc ils prennent des décisions puisqu'ils appuient sur un bouton ou sur un autre. Mais liker, c'est l'heuristique de l'affect. Ce n'est pas du raisonnement logique. Et là aussi, il y a des tas de données expérimentales qui sont intéressantes pour cela. L'inhibition est dès lors, vous le comprenez, au cœur de l'éducation à l'esprit critique par les émotions contrefactuelles que j'évoquais. Et vous trouverez, si cela vous intéresse, une panoplie de livres pour adultes, mais aussi pour enfants. On a fait un livre dans la collection Kididoc, Explore ton cerveau. Je l'ai là, je le prends devant vous, les pages s'ouvrent et vous. J'allais dire par hasard, mais sans doute que ce n'est pas par hasard. J'ouvre la bonne page, vous voyez une IRM, les chercheurs, un enfant dans l'IRM. Si je tire la petite tirette et si l'enfant rentre dans l'IRM, donc tout ce que je vous ai raconté est expliqué aux enfants avec un matériel tout à fait ludique, un livre, et aussi pour les plus grands, questions-réponses dans une autre collection et du même éditeur, Mon cerveau, qui maintenant est utilisé en classe. Je vais m'arrêter là parce que j'ai d'autres exemples sur lire, écrire, par exemple, ou sur respecter autrui, le vivre ensemble, où l'inhibition de l'égocentrisme est aussi au cœur de l'éducation à la tolérance, mais j'ai un peu débordé sur mon temps et je vais laisser Adrien interagir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez fixé un cadre temporel un peu ambitieux, un peu exigeant, donc vous n'avez pas beaucoup dépassé et vous avez transmis énormément d'informations dans ce peu de temps. Donc, merci beaucoup et je passe donc la parole à Adrien. Peut-être si vous pouvez arrêter le partage de votre PowerPoint, comme ça, oui, d'accord. Pas de problème. Et comme ça, Adrien prend la parole. J'arrive. Voilà. Alors, un grand merci, c'était tout à fait passionnant et votre livre était tout autant.
Et en plus, ce sont des livres qui sont très, très rassurants quand on pratique la pédagogie Montessori, parce que c'est des livres qui nous disent, qui nous donnent raison et qui disent qu'on fait les choses bien, donc c'est toujours agréable. Et je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que Maria Montessori, quand on lit ses… Je vous entends, Adrien, mais on ne vous entend pas très clairement. Si je parle plus près, c'est mieux comme ça? Oui, beaucoup mieux. D'accord. Donc, Maria Montessori, effectivement, quand on regarde ses premiers projets pédagogiques, c'est avant tout, elle, d'établir une pédagogie scientifique. Et dans ses tout premiers ouvrages, elle fait feu de tout bois, elle utilise de l'anthropométrie, elle va même chercher du côté de la phrénologie. On a dans ses tout premiers ouvrages des planches où elle mesure le crâne des enfants. Ah, j'ignorais ça, c'est très intéressant, vous me donnerez la référence. Elle abandonne assez vite, c'est pour ça qu'on ne trouve plus trace dans ses ouvrages postérieurs. Anthropologie pédagogique. Voilà, son anthropologie pédagogique. Oui. L'anthropologie pédagogique. Sa chaire à l'université de Rome avait un peu un intitulé comparable. Voilà. Et pour moi, il me paraît complètement évident que si elle était vivante aujourd'hui, elle voudrait faire de la neuropédagogie. Le terme que vous employez est parfaitement approprié à ce qui serait son projet. Son projet, c'était vraiment d'accompagner le développement de l'enfant en s'appuyant sur ses besoins et ses capacités et en comptant sur la science expérimentale pour déterminer quels sont les besoins et les capacités de l'enfant. Et de montrer que chaque plan des enfants avait des besoins et des capacités spécifiques, avec pour elle des ruptures qu'elle voyait entre 0 et 6 ans, entre 6 et 12 ans, entre 12 et 18 ans, avec des bascules qu'on retrouve maintenant, il me semble aussi bien sur le plan hormonal que neurologique, sur vraiment des shifts de fonctionnement autour de ces zones-là d'âge. Il y avait une première question que j'avais envie d'évoquer avec vous, parce que j'ai trouvé dans votre livre le nom de Thorndike. Et donc Thorndike était un penseur de la pédagogie au début du XXe siècle. Et la pédagogie Montessori, historiquement, avait été tombée en disgrâce dans les années 20 aux États-Unis, parce que justement Thorndike avait démontré dans une série d'expériences la non-transférabilité du savoir. À savoir que si on entraînait un enfant il me semble que la tâche en particulier était de calculer l'aire d'un parallélogramme, ça n'aidait pas ensuite l'enfant pour des tâches de calcul d'aire d'autres quadrilatères. Et ce qui a amené à une conception de la pédagogie où donc tous les savoirs devaient être itémisés, rangés dans des petites boîtes, et qui ne permettait pas ainsi de se transférer. Or, un des piliers de la pédagogie Montessori, c'est justement la transférabilité du savoir. C'est que quand l'enfant est en train de mémoriser l'algorithme pour nettoyer une table, il est en train de préparer sa pensée pour faire des additions. Quand l'enfant trace en géométrie, il est en train de réfléchir à toutes sortes de pensées. Et je me demandais si justement cette différence entre savoir transférable versus non transférable, est-ce que vous y voyez un parallèle avec peut-être justement que les savoirs trop basés sur une heuristique sont beaucoup moins flexibles et moins transférables par rapport à ceux qui relèvent plus d'un algorithme? Merci de votre question, Adrienne. Alors, vous m'avez appris des choses. Merci. Alors, j'avais le sentiment très fort qu'avec sa formation, sa culture de médecin, faut toujours éviter les anachronismes de parler pour des morts, mais que Montessori, évidemment, s'associerait à ce que l'on fait et même en tant que médecin pourrait piloter des expériences d'imagerie cérébrale. Donc là-dessus, on est d'accord et vous confortez cette intuition. Et surtout, je suis très curieux que vous me donniez les références à propos des mesures de la tête, du crâne, etc. Ensuite, la question de la transférabilité ou ce qu'on appelle le transfert en pédagogie. D'abord, comme je vous le disais, je suis moi-même instituteur de formation initiale. Tout instituteur, tout professeur sait que c'est très difficile et c'est très délicat, justement, le transfert des notions, le transfert des mécanismes. Donc, ce que je dirais pour Thorndike, je ne prononce pas le nom de la même façon que vous, mais c'est sans doute vous qui avez raison. Je le cite dans mon livre pour l'origine des théories behavioristes de l'apprentissage, surtout de l'apprentissage chez l'animal. Alors, je dirais que Thorndike, s'il n'a pas trouvé de transfert, c'est sans doute qu'il s'est découragé trop tôt. Parce qu'en effet, c'est très difficile d'observer des effets de transfert. Et nous, au laboratoire, ici, toutes les expériences que l'on fait pour l'apprentissage, il y a deux choses qu'on étudie. Le maintien, donc dans le temps. Est-ce que l'apprentissage dans un domaine donné va se maintenir? L'enfant qui réussit aujourd'hui, est-ce qu'il réussira demain, dans une semaine, dans un mois? Et en parallèle, l'autre mécanisme, c'est le transfert. À chaque moment, est-ce qu'il va transférer dans une tâche? Alors, dans quelle tâche? Dans une tâche strictement isomorphe? Dans une tâche très éloignée?
Donc, on distingue aussi le transfert proche et le transfert lointain. Et c'est très difficile. Et c'est là où tout l'art de l'expérimentaliste ou l'art du pédagogue est sollicité. C'est que si on ne cible pas sur le bon mécanisme, il n'y aura pas de transfert. Donc, par exemple, pour la question de l'inhibition, on essaye évidemment d'obtenir des effets de transfert. Quelquefois, ça marche et d'autres fois, non. D'autres fois, non. Et il faut tenir compte des deux informations, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se transfèrent, d'autres pas, et voir dans quel contexte. Et quant aux algorithmes, évidemment, ils sont en général plus transférables parce que ce sont des règles logiques, des règles abstraites, comme le sont les mathématiques ou la logique en général. Et comme vous le disiez très justement, c'est ce qu'on observe, les heuristiques en général sont très, très spécifiques. Je les mange, mettre un S à mange, c'est très spécifique. Alors, il y a d'autres exemples. Vous verrez et vous voyez dans beaucoup de conversations email électroniques que vous avez avec vos collègues, je vous le dirai EZ. Moi-même, je fais la faute, alors que je donne l'exemple dans mes conférences quand j'écris trop vite. Donc, la rapidité de l'écriture électronique recrée une heuristique, c'est qu'après vous, on met EZ. Or, je vous le dirai, ça s'écrit AI. Donc, ce ne sont pas que des erreurs enfantines. Et je donne dans la conférence plus longue que j'ai évoquée à l'Académie, mais que vous trouvez sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, une conférence que j'ai donnée le 8 février, la photo du livre d'or que le président de la République a signé lors de l'hommage au général de Gaulle dans sa maison, une faute que je n'ai plus en tête, mais strictement identique à je vous le dirai Z ou après S, je mets un S. Donc, ces heuristiques, qu'elles soient orthographiques, qu'elles soient mathématiques ou logiques ou dans le raisonnement, en fait, ont quelques exemples similaires, mais sont très spécifiques. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on va entraîner l'enfant ou le bébé à inhiber le geste, le mauvais geste, qu'il va parvenir à inhiber l'heuristique longueur égale nombre. Parce que les heuristiques elles-mêmes ont une origine qu'on ne maîtrise pas. Elles sont induites, répétées, comme je donnais l'exemple avec longueur égale nombre, parfois par le matériel pédagogique lui-même ou par l'environnement. Et ça, il faut l'accepter. Hein. Il ne faut pas supprimer les heuristiques, il ne faut pas pasteuriser l'environnement pédagogique. Mais il faut savoir qu'elles existent, essayer de les cartographier, ces heuristiques, et voir ce qui est transférable et ce qui ne l'est pas. Mais en fait, il n'y a pas une idéologie où on dit c'est transférable ou non, le transfert, ça marche quelquefois, ça ne marche pas. Et le fait même que ça ne marche pas est intéressant. C'est-à-dire essayer de savoir pourquoi ça ne se transfère pas et par ailleurs pourquoi les choses se transfèrent. C'est plus une question de science qu'une théorie et je ne savais pas du tout que Thorndike avait utilisé cela pour contredire Montessori. Ce n'est pas très intelligent. D'accord. Un autre aspect que je trouvais très intéressant par rapport à ça, c'est que justement, alors moi j'ai une spécialité sur l'élémentaire et en élémentaire, on va s'appuyer beaucoup plus sur le raisonnement et l'imagination que la sensorialité et la manipulation. Et les deux vont être là, mais on essaye très vite de bâtir l'abstraction chez l'enfant. Et quand je lis votre ouvrage, ça m'a beaucoup fait penser, par exemple, à la manière dont on va enseigner la multiplication aux enfants, où on va avoir une approche, j'ai envie de dire, pléthorique du matériel, puisqu'on va poser à travers le système, avec un matériel de perles dorées, le concept d'une multiplication comme d'une addition répétée. Puis, avec un grand boulier, on va travailler sur la décomposition du nombre pour exprimer la multiplication comme une opération de distributivité. Avec le damier, on va travailler sur la multiplication des ordres et des ordres de grandeur pour inférer un futur résultat. On va ensuite avoir un troisième matériel qui va être le boulier doré, sur lequel on va cette fois-ci travailler sur le décalage des ordres lorsqu'on multiplie par les différents produits partiels. Encore avoir un matériel supplémentaire avec le jeu de la banque pour travailler sur la collaboration. Ce qui veut dire qu'en fait, on va faire quelque part extrêmement attention à ne pas donner d'heuristique. Et on veut vraiment que l'enfant construise sa capacité à résolution, là pour le coup, on peut parler d'algorithme de résolution de la multiplication, à travers une grande variété d'approches. Et nous, l'argument pédagogique qu'on utilise, c'est à la fois de permettre une répétition par la variété, puisque l'enfant de 6 à 12 ans aime moins répéter une action systématique que l'enfant de 0 à 6 ans, mais aussi parce qu'en multipliant les approches, les regards
sur cette opération qu'est la multiplication, on permet à l'enfant de justement construire une compréhension de ce qui se passe quand on multiplie, plutôt qu'une simple heuristique comme vous la décrivez. Et effectivement, quand on regarde le côté laborieux avec lequel on enseigne la multiplication, on pourrait se dire que expliquer aux enfants avec un papier et un crayon comment faire une multiplication, ça va beaucoup plus vite. Mais on essaye de prendre ce temps pour construire cette abstraction avec le matériel. Et du coup, est-ce que c'était quelque chose qui, à votre avis, est observable? De quelle façon est-ce qu'elle pourrait mesurer les bienfaits de multiplier les points d'entrée sur une même notion mathématique plutôt que de chercher? Jean, merci pour votre remarque et piste de réflexion, Adrien. J'en suis convaincu parce que dans ce que vous dites, donc l'idée d'aller au raisonnement, à l'abstraction par une grande variété de situations, ça doit aider, même si vous n'avez pas construit nécessairement les choses dans ce but, à inhiber les dimensions non pertinentes. Et toute la question dont je parle et celle des heuristiques, ce sont les dimensions non pertinentes. Le fait que l'objet était d'abord caché derrière A n'est plus pertinent quand il est derrière B. La longueur est pertinente dans des tas de situations, mais là, la longueur est une dimension non pertinente. Et donc, très souvent, les enfants, finalement, se laissent enfermer dans certaines situations caractérisées par des dimensions dominantes, mais qui ne sont pas pertinentes. Et c'est là où le contrôle inhibiteur est requis. Alors, en même temps, on peut se faire l'avocat du diable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas pasteuriser l'environnement pédagogique. Imaginons qu'un enfant, justement, les choses ont été tellement bien construites pour lui qu'il n'est pas confronté à des heuristiques. Que fera-t-il après dans le monde réel qui est truffé d'heuristiques? Je prenais l'exemple des fake news, mais il y a 1000 autres exemples, tous les biais cognitifs que j'évoquais tout à l'heure. J'en parle un peu dans mon livre, et j'ai écrit un autre livre, un que sais sur le raisonnement, qui est une anthologie des biais de raisonnement déductif, inductif que font les adultes, parce que justement, ils sont démunis et ils ne parviennent pas, y compris des polytechniciens. J'ai surpris dans les problèmes de logique un grand nombre de polytechniciens dans des grands groupes industriels français, où on me demandait de donner des conférences pour la formation continue, c'était les RH qui m'invitaient. Eh bien, incidemment, je leur faisais un test de logique, celui qui est en fait derrière moi dans mon laboratoire au-dessus de l'échelle que vous voyez là, et je pensais qu'il y aurait, certains allaient se tromper, mais qu'il y aurait quand même un taux de réussite moyen supérieur à la population générale. Pas du tout. Face aux heuristiques et aux biais, les polytechniciens tombaient dans le piège et présentaient donc un défaut d'inhibition. Ça veut dire quoi? Ils ont eu à l'évidence l'apprentissage de toute la cathédrale des algorithmes logiques et mathématiques que peut donner l'instruction et l'éducation scolaire et supérieure en France. Mais ils n'ont pas appris à inhiber. Ils n'ont pas appris à inhiber des dimensions non pertinentes dans certaines situations pièges. D'où ce que l'on sait, les décisions absurdes. Un sociologue a écrit des livres sur les décisions absurdes en entreprise, en groupe, dans les différents domaines, et parce que les heuristiques sont à la fois individuelles et collectives, c'est-à-dire qu'on tombe tous en même temps dans le même panneau. Et donc, c'est la seule réserve que je donnerais à votre analyse, c'est de dire, attention, il faut aussi confronter l'enfant à des situations pièges. Et il y en a certainement dans la pédagogie Montessori, où l'heuristique est dominante pour voir s'il sera bien capable justement d'inhiber la stratégie qu'il applique toujours et qu'il ne doit pas appliquer dans cette situation-là. Donc, il faut, je pense, à la fois avoir un environnement épuré, c'est-à-dire qui aille à la logique, qui aille à l'abstraction, donc qui aille vers le système 2, celui des algorithmes, mais tout autant un environnement bruité, où il y a des conflits cognitifs, des interférences, précisément pour éveiller le cortex préfrontal. Il va se tromper, mais ensuite il va apprendre à inhiber peu à peu, où on va l'engager, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à switcher de l'arrière vers l'avant du cerveau. Et ça colle tout à fait avec la conception du développement de Montessori. Ce qu'on disait, c'est bouffer, c'est fulgurance. Mais si on épure trop les situations, et s'il n'y a plus de situations de conflit, le cortex préfrontal ne sera pas entraîné. Alors, il réussira bien, sans doute, dans toutes les situations que vous lui aurez présentées, mais peut-être que dans la vie, il aura une situation avec un biais, un conflit, et il sera démuni. Et c'est là où je pense, et je sais tout à fait bien pour avoir déjà travaillé, discuté, déjeuné agréablement par le passé, quand vous pouvez le faire avec Patricia, votre directrice,
je sais que vous êtes ouvert évidemment à ces discussions qu'on a là et que ça, c'est quelque chose qui est compatible et qu'on peut ajouter à Montessori, cette focalisation sur ce processus d'inhibition, d'entraînement à l'attention avec des situations qui ne sont pas que épurées, mais qui sont aussi conflictuelles pour entraîner ce contrôle inhibiteur qui, je le répète, est fondé sur des émotions qui sont le doute, la curiosité et le regret. La question justement du processus inhibiteur, c'était vraiment un point sur lequel je voulais évoquer avec vous. Parce que Maria Montessori, elle parle peu d'inhibition en tant que telle, mais le terme qu'elle utilise abondamment, c'est celui de volonté. Et quand elle décrit le processus de volonté, en fait, c'est ça qu'elle décrit. C'est justement la capacité à inhiber l'impulsion première, bloquer l'impulsion, le désir immédiat. Et pour elle, cette volonté, elle est à la fois l'objectif et le moyen par lequel on va faire l'enseignement en classe. Elle conclut d'ailleurs dans les ouvrages plus tardifs à la fin de sa vie que tous les apprentissages, toutes les révolutions qu'on peut observer dans sa classe, les enfants qui savent lire à 6 ans, etc., ne sont possibles que quand la volonté de l'enfant se développe. Donc empiriquement, elle arrive sur des résultats proches du vôtre en disant que ce qui permet à un enfant d'avancer, c'est qu'il soit capable justement de se maîtriser. Et pour elle, son principal outil de développement de la volonté, c'est la liberté. Une liberté limitée dans un environnement préparé, et les deux termes sont importants, mais cette éducation par la liberté, pour Maria Montessori, c'est beaucoup moins un postulat idéologique qu'un outil méthodologique pour aider les enfants à développer cette volonté. Puisqu'exactement par rapport à ce que vous dites, on crée un environnement bruté, comme vous le dites, où l'enfant va de nombreuses fois dans sa journée de travail devoir exercer sa volonté et son inhibition. Quelques exemples que je peux vous donner. L'enfant peut s'installer où il veut, mais il ne peut pas se mettre sur le même tapis ou l'espace de travail qu'un autre. Il peut choisir un travail seulement s'il lui a été montré. Il ne peut utiliser le travail que de la manière dont il lui a été montré. Chaque travail n'est qu'en un seul exemplaire dans la classe. Donc, il va avoir de nombreux moments où on lui donne une possibilité, mais avec un contrôle inhibiteur à exercer. Et en un sens, l'environnement préparé montessorien, de 0 à 6 ans et encore plus de 6 à 12 ans, ce sont une série de tests et d'entraînement de la volonté de l'enfant et du coup, d'une certaine manière, de ses capacités à inhiber également. Je suis tout à fait d'accord avec vous, la volonté, parce que ce processus de contrôle inhibiteur, si je revenais, mais je ne vais pas le faire là, aux diapositives que j'ai montrées tout à l'heure, quand un adulte entraîne l'élève à inhiber, évidemment, ça requiert une volonté, un effort. Ce n'est pas le même effort que l'effort de l'algorithme, parce qu'évidemment, compter, c'est aussi un effort ou raisonner. Il y a l'effort de la logique, mais on sait que dans beaucoup de situations, justement, la logique ne se suffit pas à elle-même. Déjà, Montaigne disait, à l'époque des guerres de religion, le raisonnement ne se suffit pas à lui-même. Il évoquait le raisonnement et la logique d'Aristote. Et ça sautait aux yeux, vu qu'il y avait beaucoup de gens intelligents qui étaient en train de s'entretuer, ce qui existe encore aujourd'hui. Donc, on sait, un certain nombre de grands philosophes et penseurs ont bien compris que l'effort de la logique, la volonté de la logique, ne se suffisait pas elle-même. Et donc, il y a cette volonté que j'appellerais plus exécutive, en effet, du contrôle de soi, du contrôle inhibiteur, qui existait, par exemple, j'ai écrit ça dans mon histoire de la psychologie, chez Platon. Platon décrivait, c'est quelque chose de peu connu, un homo triplex. Et il y avait ces 3 instances. Il y avait dans le cerveau la pensée, et alors il mettait, c'était dans le corps, dans le bas-ventre, les instincts, et il disait, mais la pensée ne peut pas se débrouiller toute seule. Il faut l'ardeur qui est placée dans le cœur. Et l'ardeur, c'est la volonté dont vous parliez. Et les 3 systèmes que je décris aujourd'hui sont tout à fait compatibles avec cet homo triplex qu'avait décrit Platon, mais il y a très peu de penseurs qui, dans l'histoire, ont repris cette triade, et on a en général plutôt opposé la logique aux intuitions. Prenez Pascal, c'est esprit de géométrie versus esprit de finesse. Kahneman, c'est pareil, c'est système 1 versus système 2. Donc ce contrôle inhibiteur et cette ardeur ou cette volonté à inhiber ces automatismes n'a pas été suffisamment ciblé. Alors chez Piaget, pas du tout. Je connais Piaget par cœur, comme vous connaissez Montessori par cœur. On trouve l'inhibition nulle part. Et il est complètement passé à côté de la chose. Un homme si intelligent, c'est étonnant. Et Piaget était très biologiste, il avait une formation de biologiste, donc il aurait dû savoir que depuis le 19e siècle, tous les biologistes parlaient de synapse, de processus inhibiteur. Il y a eu plusieurs prix Nobel là-dessus. Mais simplement, comme je l'ai dit rapidement, Piaget n'avait pas besoin de contrôle inhibiteur, puisque
qui s'est enfermé dans cette conception que déjà Montessori dénonçait, mécaniste de stade, et pour Piaget, le stade logique effaçait les intuitions précédentes qui disparaissaient, et donc il n'y avait pas ce conflit cognitif qui nécessite une inhibition. Donc il faut cette volonté. Alors ce que je vais ajouter en réponse à votre question qui peut vous intéresser, c'est que le problème, c'est qu'il y a tellement de biais et d'heuristiques, il y en a parfois plusieurs dans la même situation qui interfèrent pour un enfant ou encore pour un adulte, c'est qu'on n'a pas le temps de cette volonté, on n'a pas toujours le temps de cet effort quand on est hors cadre pédagogique. Et donc, on a fait l'hypothèse au laboratoire qu'au départ, il faut, donc je reprends votre terme, une volonté, et donc aussi ce qu'on appelle de la conscience réflexive. Il faut une volonté, une conscience réflexive pour inhiber, mais le but de la pédagogie ou de l'apprentissage devrait être que cette inhibition elle-même s'automatise et devienne aussi rapide que ne le sont les heuristiques dans le cerveau pour précisément attraper les heuristiques au vol. Parce que la volonté, c'est bien beau, mais on n'a pas toujours le temps de la volonté. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans le monde des écrans et de la vitesse de l'information. Et donc, un autre étudiant du laboratoire, qui venait de la biologie d'ailleurs, a fait une thèse de doctorat complète sur l'automatisation de l'inhibition. Et on a pu démontrer, alors vraiment finement, avec des expériences de conscience en dessous du seuil de conscience, donc quelques dizaines de millisecondes, que les individus inhibaient ou avaient appris à inhiber et après n'étaient absolument pas conscients d'avoir inhibé. Donc, notamment dans le test de Stroop, qui est un test très connu de psychologie expérimentale. Et donc, on a démontré vraiment, là c'est une vraie démonstration scientifique, que cette inhibition dont je parle peut être totalement inconsciente et automatisée. Et heureusement, parce qu'en effet, quand devant vous, je fais de façon volontaire ce geste-là, mais il y avait 1000 autres gestes possibles, ou combinaisons de gestes, ou combinaisons de mots, et donc spontanément, on inhibe plein de possibilités pour n'en garder qu'une seule dans nos réponses, dans nos décisions. Alors, quelquefois, plusieurs sont pertinentes, là, mes différents gestes peuvent être pertinents, mais dans les situations que l'on a vues, en fait, la plus dominante n'est pas pertinente. Et donc, ça, c'est vraiment, voilà, c'est une chose clé, c'est l'automatisation de l'inhibition, ce qu'on appelle aussi l'automatisation de la métacognition. On parle beaucoup aujourd'hui de métacognition. L'inhibition, c'est un processus métacognitif. Quand l'enfant réfléchit avec capitaine inhibition, Miss heuristique et l'algorithme qui avance lentement, on fait de la métacognition et réfléchit sur ses propres processus cognitifs. Mais la métacognition, donc, c'est de la volonté. On fait attention, on réfléchit, on va avoir la volonté d'inhiber l'heuristique pour activer l'algorithme. Mais le but, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est trop lent pour la vie réelle. Et donc, le but, c'est que cette dynamique s'automatise. Et donc, on a démontré qu'on pouvait l'automatiser. C'est extrêmement difficile. Alors, si vous prenez toute la chaîne des émotions à l'inhibition, je crois que je dois inhiber la parole et parler. C'est-à-dire que j'aimerais que l'on prenne quelques questions des participants sûr, aussi. Mais peut-être parce que, bon, on ne pourra pas répondre à tout le monde, mais toujours sur ce thème de l'inhibition, de manière qui est le terme central, il y a plusieurs questions sur le lien entre les émotions et l'inhibition. Et notamment, je lis une question, c'est j'ai la sensation qu'un certain nombre de mes élèves qui n'ont pas une grande sécurité affective liée à une situation familiale compliquée ont des difficultés à activer l'inhibition. Il leur est difficile de se dire que leur réponse est incorrecte. Est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées pour faire un lien entre sécurité affective et capacité d'inhibition? Oui, c'est une très bonne question. Cette question se pose évidemment dans le cadre que j'ai évoqué tout à l'heure, et c'est ce sur quoi je voulais justement revenir, donc c'est une bonne transition. Les émotions qui en amont doivent guider l'inhibition, j'ai dit que ce n'étaient pas les émotions de base, la peur par exemple, ou l'anxiété, non, ce sont des émotions plus fines, douter, des émotions on va dire intéressantes, douter, être curieux, anticiper le regret d'une autre réponse. Et pour cela, alors, un autre grand pédagogue de l'éducation nouvelle que vous connaissez, le Belge De Crowley que j'évoquais tout à l'heure, médecin également, insistait beaucoup sur la sécurité affective. Je pense Montessori aussi disait il faut un environnement pédagogique épuré, mais il faut aussi une sécurité affective. Et vous comprenez très bien que si l'enfant n'est pas au moment où il doit apprendre ou résoudre une tâche dans une zone, une période de sécurité affective, eh bien, ce sont des émotions beaucoup plus basiques, voire négatives, qui vont interférer avec son intelligence et qui n'aura pas la sécurité affective pour, je le dis rapidement, avoir envie ou se permettre de douter de lui-même, d'être curieux, d'anticiper le regret de sa réponse. Chacun d'entre nous peut le ressentir. On est capable de faire ça quand on se sent bien, quand on est prêt à douter.
mais pas du tout quand on est dans une situation de stress. Au contraire, on se rétrécit sur nos automatismes et nos heuristiques. Vous avez évoqué d'ailleurs dans votre livre le test de Michel, le fameux test du chamallow, où Oui. on a un enfant de Ah oui. retarder sa gratification. Ah oui. J'ai beaucoup apprécié que vous explicitiez la suite du test. Michel a montré que beaucoup d'enfants qui ne résistaient pas immédiatement le faisaient parce que dans leur vie quotidienne, c'était une stratégie de survie importante de ne pas retarder parce qu'ils ne savaient pas de quoi demain était fait. Voilà. Quelque chose qu'on vit dans nos classes aussi, à savoir que pour que l'enfant puisse retarder la gratification d'un plaisir immédiat en échange d'un plaisir plus grand, d'une satisfaction d'un travail accompli, il faut qu'il y ait une alliance pédagogique qui se soit nouée entre l'enfant et nous et qu'il y ait une relation de confiance où il sache que d'une certaine manière, ce qu'il va gagner dans la classe par un travail et des efforts est potentiellement plus grand que ce qu'il aurait immédiatement s'il se contentait de papillonner, de ne pas rentrer en activité. Alors, vous avez tout à fait raison, vous connaissez bien cette littérature. Donc, le mot-clé, vous l'avez prononcé, c'est confiance. Et en effet, si les enfants n'ont, donc là, pour ceux qui ne connaissent pas cette tâche, c'est une tâche de gratification différée. Les enfants sont dans une pièce et on leur dit, voilà, chacun une assiette, il y a une friandise qu'il peut manger, mais si tu ne la manges pas directement, et tu attends un peu, tu en auras 2, tu en auras 3. Et vous voyez des enfants qui, alors qu'on n'a même pas encore achevé la consigne, qui sautent sur la gourmandise et qui la mangent, et d'autres qui restent très contrôlés, qui attendent, ils savent qu'ils en auront plus après s'ils attendent, et d'autres qui sont entre les deux, qui ont vraiment du mal, qui bougent ou qui tendent le bras. C'est un peu comme l'erreur à nommer du bébé, mais dans une situation un peu plus complexe. Et donc, bien sûr, ce que vous dites est tout à fait juste. Alors d'abord, ce qu'il y a dans l'expérience initiale, ce qui a été montré, c'est que cette expérience de contrôle de soi, mais qui est vraiment de l'inhibition pure, parce qu'émotionnellement, l'enfant a envie de manger la gourmandise, était très prédicteur de la réussite scolaire ultérieure, y compris de la réussite socio-professionnelle, et chez les adolescents, de résistance ou non à la drogue, aux addictions, aux comportements violents, etc. Je ne sais pas si on aura le temps tout à l'heure de parler un peu de l'aspect développement moral et social et tolérance, mais en tout cas, ici, la question, c'est la confiance. Et donc, donc c'est un très bon prédicteur. Mais en effet, si l'enfant, et c'est un lien avec la discussion précédente, vous avez raison, Adrien, si l'enfant n'est pas en sécurité affective, c'est-à-dire s'il ne fait pas confiance à l'adulte qui lui dit d'attendre, il a évidemment tout à fait intérêt à manger ce qu'il a maintenant. Ce qu'on dit classiquement en disant un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et donc, en effet, ce n'est que s'il y a une relation de confiance, soit entre le parent et l'enfant, soit entre, ce qui est parfois plus difficile, entre le professeur et l'élève, que l'on peut décider d'inhiber. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à inhiber. L'école de la confiance, dirait notre ministre. Bon, alors, malheureusement, notre temps initial est écoulé, mais je vais quand même poser une dernière question qui a été posée. Alors, c'est la question provocante que j'ai gardée pour la fin. Y a-t-il une découverte récente qui invaliderait certains points donnés par Maria Montessori, comme cela a été le cas pour Piaget? Non, moi je n'en vois pas. Sur la conception même du développement, elle a été extrêmement précurseur. Comme je vous disais, elle prévoyait ce qu'on appelle aujourd'hui un développement dynamique et non linéaire, que j'ai montré par les courbes. C'est très précis ce concept. C'est des modèles en physique, il y a aussi des modèles dynamiques et non linéaires. Là, le processus même du développement de l'enfant, et c'est pour ça que Montessori, c'était, je devrais le dire au féminin, c'était un penseur, elle pensait le développement. Elle avait bien compris que ce n'était pas mécanique stade par stade comme l'escalier des stades de Piaget. Et un homme aussi intelligent que Piaget s'est laissé enfermer dans cette conception mécaniste. Donc là-dessus, elle avait tout à fait raison. Je pense qu'elle a eu des intuitions bonnes, mais qu'elle n'avait pas, et c'est logique, ni les technologies, ni nécessairement les forces de laboratoire scientifique et expérimental pour tester. Et l'idée de l'éducation de l'attention, avec tout ce que j'ai bien entendu, vous avez ajouté, Adrien, en disant que ça se faisait déjà, pour aller jusqu'à ce qu'on dit aujourd'hui au contrôle inhibiteur, et puis à le tester en laboratoire. Et je crois franchement, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, puisque Patricia le sait, et en d'autres contextes, je n'hésite pas à dire ce que je pense, y compris quand je m'oppose aux autorités. Non, là, je crois que c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Vous verrez, j'ai
et corné quelques pédagogues, un tout petit peu, hein, parce que moi, je vous dis, j'ai fait des classes Freinet, donc je suis très attaché à Freinet aussi, mais j'ai un peu corné Freinet ou d'autres. Mais je dirais, à Montessori, je n'ai rien trouvé à reprocher, si ce n'est que l'on peut aller aujourd'hui beaucoup plus loin et plus finement dans certains processus mentaux et neuronaux qu'évidemment, elle ne pouvait pas observer. Je pense qu'elle avait une intelligence prodigieuse et qu'elle a eu une vision prodigieuse de tout ce qu'on peut découvrir aujourd'hui. Vous évoquez Adèle Diamond, effectivement, elle travaille avec la Et communauté. Montessori, oui, absolument. Ouais. Et Diamond, je dirais la personne la plus proche au niveau international de moi-même et de notre laboratoire, c'est Adèle Diamond. Ah oui, Et elle le fait dans des situations plus de testing. Hein, elle est vraiment neuropsychologue, donc sur des tests d'inhibition. Nous, on essaye de le faire au cœur des situations scolaires ou des tâches logico-mathématiques. Mais conceptuellement, elle insiste comme nous sur le contrôle inhibiteur. Et elle a en effet fait une étude où il y avait des groupes de pédagogie Montessori et elle montrait que les fonctions exécutives, donc dans fonctions exécutives, l'inhibition c'est la clé, mais il y a aussi mémoire de travail, retenir les informations et les consignes, et flexibilité cognitive que j'ai évoquée. Parce que dès l'instant où on inhibe l'heuristique pour activer l'algorithme, c'est la flexibilité. Et donc elle avait montré un avantage, en effet, je l'ai rajouté dans le livre de poche, vous l'avez peut-être vu, par rapport à l'édition précédente, parce que j'ai quand même actualisé, un autre article de synthèse qui a été fait en 2019 et qui montrait aussi de nombreux avantages de la pédagogie Montessori au regard, je le cherche là, je l'ai sous les yeux, au regard des recherches actuelles. C'est Prado de Lyon qui a publié ça. En tout cas, moi, et si vous voulez, pour conclure là-dessus, j'ai écrit et pour donner envie à nos nombreux auditeurs d'aller lire le livre, le dernier paragraphe, c'est « Être réellement du côté de Locke, de Rousseau, d'Itard, de Seguin, de Montessori, de Freinet et Piaget aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, c'est s'intéresser sérieusement à la neuropédagogie et faire l'effort pour les chercheurs en psychologie du développement et en sciences de l'éducation d'utiliser, alors ça c'est pas facile, les technologies de la psychologie expérimentale et de l'imagerie cérébrale avec la participation des enfants, des professeurs volontaires, des écoles, pour comprendre le cerveau qui apprend. Et un cerveau en contexte social et culturel, c'est pas un cerveau dans un bocal sur une étagère d'un laboratoire, comme on pourrait l'imaginer. Et je finis le livre en disant, non pas pour que la science fasse la classe, ça n'a aucun sens, la science ne va pas faire la classe, mais pour des allers-retours féconds entre le laboratoire et l'école. Et à cet égard, mon livre est un manifeste. Et je pense que c'est tout à fait, mais c'est à vous de me contredire, Montessori compatible. Absolument. Et je pense que vous répondez tout à fait en vous invitant à tendre vos recherches sur Montessori, et je pense qu'on serait ravis de vous accueillir dans nos classes et de discuter avec vous sur tout ça. Ouais. Sur ces paroles, il nous reste à vous remercier. Il y a plein de questions, et à remercier tous les participants parce qu'il y a plein de questions à lesquelles on n'a pas pu répondre. C'est pas grave. Mais on vous réinvitera pour y répondre. Et puis les participants pourront trouver beaucoup de réponses dans vos ouvrages, et notamment dans L'école du cerveau, le dernier livre qui effectivement est passionnant, que personnellement j'ai dévoré en une soirée. Donc merci beaucoup, merci de nous avoir consacré ce temps. Merci à Adrien, merci à Patrice Spinelli qui nous a rejoints. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette heure et demie. Donc on se retrouve le mercredi 2 juin à 16h pour la prochaine session de ce webinaire. Merci, au revoir à tous, au revoir Patricia, Julien, au revoir Olivier, merci beaucoup. Adrien et aussi Gabriel. Merci Adrien. Et à vous tous, on a entendu qu'il y avait des auditeurs de La Réunion par exemple, donc je pense qu'il y a à peu près des gens du monde entier qui ont participé à cette discussion collective et ce fut un bonheur pour moi aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, au revoir.